Alors, période un peu longue là aussi, je ne ferai qu'aborder sur l'humanisme. Si on peut avoir juste une ou deux idées, ce sera très bien pour commencer bien l'année prochaine avec la réforme et donc ce que Gilles Louis soulignait, c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre le terme de contre-réforme, notamment dans l'art, mais on parlera plutôt de réforme catholique. Donc c'est ce qui va amener cette réforme catholique. Dans son livre que vous avez peut-être lu, date d'il y a quelques années, de Frédéric Lenoir, vous connaissez, il a écrit des tonnes de bouquins. Dans son livre « Les métamorphoses de Dieu », Frédéric Lenoir émet une hypothèse qui me paraît intéressante, qui peut se résumer ainsi. L'individu religieux contemporain, donc nous, est plus proche à certains égards du premier moment de la modernité, caractérisé par l'humanisme de la Renaissance, c'est-à-dire une articulation de la liberté et du sacré, plutôt que de celui des Lumières. Là, je vous donnerai l'année prochaine aussi une intervention sur la philosophie des Lumières, qui, lui, ce moment se caractérise plus par la libération sociale concrète et l'autonomisation de l'individu, par l'usage d'une raison critique. Donc nous sommes plus près de cet humanisme avec l'articulation liberté-sacré. Le sacré ne disparaît pas, alors qu'on va essayer de l'évacuer un peu plus tard. Rappelons tout d'abord que l'humanisme est avant tout un métier que l'on exerce. C'est un enseignant, un professeur de langues anciennes, les humanitas. Cependant, justement, cet enseignement de langues anciennes va susciter un intérêt à la fois pour les auteurs latins, bien sûr, mais surtout pour les auteurs grecs que l'on va redécouvrir. L'Italie va devenir un parfait terreau d'éclosion et d'épanouissement ce qu'on va appeler le mouvement de retour à l'Antiquité. C'est cette définition-là qui nous intéresse. On connaît l'histoire, c'est l'arrivée des Grecs qui fuient évidemment les invasions des Turcs. Et ils vont arriver avec des manuscrits. Et ils vont arriver aussi avec des traditions exégétiques, c'est-à-dire l'étude de la Bible. Et bien entendu, après, la multiplication des traductions va permettre à l'étude des langues anciennes de devenir systématique. Nous aurons un peu après l'invention de l'imprimerie, l'urbanisation importante dans l'Europe, la création aussi de nouvelles universités, et je vais vous dire cette importance, tout cela va contribuer à une très large diffusion de la connaissance, d'abord, de la littérature latine et grecque, et de la philosophie latine et grecque en particulier. Donc une large diffusion des écrits des auteurs latins, grecs et hébraïques, qu'on avait un peu perdu de vue. Ce nouveau mouvement de la pensée permet évidemment, comme on l'a vu dans des changements très forts dans l'histoire, on a déjà perçu ces changements de perspective, on en verra d'autres encore, mais cela va permettre la naissance donc d'un nouvel état d'esprit, d'un changement de perspective,
surtout dans la perception de l'homme, que l'homme a de lui-même. Donc, de sa place dans le monde et de sa place face à Dieu. Il va y avoir un changement de perspective. Cela ne se limitera pas à une nouvelle vision, appréhension du monde, mais avec cette nouvelle perception de Dieu, un désir aussi de renouvellement des pratiques religieuses. Même si, pendant encore longtemps, la majorité des chrétiens vont pratiquer ce que l'on va appeler une religion populaire. Ce ne sera pas totalement détrôné, mais il y a quand même une nouvelle perspective qui est là. C'est une autre définition de l'humanisme, la plus profonde et la plus durable. Un des auteurs humanistes, je vous en dirai un mot si j'ai le temps, donc du XVe siècle, Pic de la Mirandole, écrivait « On ne peut rien voir de plus admirable dans le monde que l'homme. » C'est ça, l'humanisme. C'est ça. Le retour à la pensée antique va permettre à cette notion latine de humanitas de revoir le jour. L'homme idéal est celui qui se réalise lui-même. On verra un petit peu plus tard, mais là, ça commence à être en gestation. Il y a une phrase que j'aimais bien, je ne sais plus de qui elle est, d'un sociologue, j'ai lu ça il y a 3 ou 4 ans dans un bouquin. On peut dire que jusqu'à l'humanisme, et surtout en particulier, je le répéterai, dans la philosophie des Lumières, c'est la communauté qui pense l'individu. Là, avec ce revirement, c'est l'individu qui va penser sa place dans la communauté et qui va penser la communauté. Vous voyez ce changement. Là, il y a un bouleversement copernicien, quelque part. L'homme idéal est celui qui se réalise lui-même, atteignant le plus grand accomplissement intérieur grâce à l'étude des lettres anciennes. Mais, je vous le disais, articulation, liberté sacrée. On n'est pas encore, même si je vais vous citer tout à l'heure un texte de Pic de la Mirandole qui pourrait nous laisser penser cela, ce n'est pas encore l'autonomie de autonomos, c'est-à-dire la loi. L'homme est sa propre loi. Ça, on va le découvrir avec la philosophie des Lumières et avec Rousseau en particulier. On n'en est pas encore là, mais voilà, c'est en marche, c'est en route. On commence à entrevoir, ce que je vous disais, ce qui deviendra plus fortement et d'une autre manière avec la philosophie des Lumières, la conception moderne de l'homme. L'homme digne de ce nom est celui qui a pour essence la culture. Plus qu'une philosophie, l'humanisme est un mouvement qui rassemble par-delà les disciplines, par-delà les pays, par-delà les mœurs, tous les esprits animés par une quête de l'homme idéal et par une confiance dans le progrès de l'humanité. Cet idéal de l'humanité, c'est ça qui va caractériser l'humanisme. Lorsqu'au XVe siècle, l'humanisme, cantonné à l'Italie, va rapidement se propager dans toute l'Europe, atteignant l'apogée de son rayonnement au cours du XVIe siècle, c'est on peut dire un édifice capital de la pensée qui va se construire. Donc, l'édifice de ce qu'on va appeler la modernité et de ce qu'on appellera plus tard l'apparition du sujet moderne, donc de l'individu. Je vous ai dit pourquoi l'humanisme naît en Italie, mais il se répand très vite en Europe. Tout d'abord en Rhénanie, de l'Allemagne à la Hollande, parce que c'est la région urbaine, la région où se trouvent beaucoup de villes, donc riche
en échange culturel. Et c'est la première zone d'expansion aussi, un peu plus tard, de l'imprimerie, bien entendu. Et de ce qu'on va découvrir et qui vont se développer, les foires aux livres. Le collège trilingue de Louvain est le premier de ce type. Donc trilingue, le latin, le grec et l'hébreu. Erasme, je vous en dirai un mot, est le phare de cette nouvelle culture, qui est encore très liée à la religion. J'insiste à ne pas oublier. Ces éditions des Pères de l'Église, ces dialogues, ces adages, surtout ce qu'on connaît, c'est l'éloge de la folie, ces réflexions sur le christianisme, sur la formation des princes chrétiens, vont le poser en maître à penser de l'Europe. Il y aura une abondante correspondance qui va le relier à tous les lettrés de tous les pays, puisqu'on écrivait soit en latin, et beaucoup de ces lettrés écrivaient et enseignaient même en grec, conversaient entre eux en grec, pour écrémer quelque part et avoir la substantifique moelle de la culture européenne. Pour la parenthèse, j'ai fait mon doctorat de philo sur un philosophe espagnol contemporain, puisqu'il est mort en 1983, et avec les problèmes qu'il y a eu en Espagne, il avait été viré, et il n'enseignait pas dans des universités, mais dans des cercles privés. Et donc pour écrémer, là aussi, eh bien, il commençait ses cours en grec. Voilà. Et évidemment, beaucoup sortaient, il restait la qualité, la quintessence, là, et après il passait à l'espagnol pour enseigner. J'ai lu ses livres en espagnol, pas en grec. L'humanisme pénètre en France grâce à la cour pontificale d'Avignon, où séjournent Pétrarque, Boccace, un peu plus tard, bien sûr, où séjourneront au XIVe siècle, dans la cour de Charles Quint, Charles V, puis à celle des ducs de Bourgogne, des traducteurs font découvrir la philosophie antique. En particulier, ce qui est important pour ce changement de vision de la société, on va lire et relire la politique et une des éthiques d'Aristote, surtout l'éthique à Nicomaque. L'éthique à Nicomaque est la suite de la politique d'Aristote, sur la question donc de la vie bonne et du bonheur. Aristote écrira justement dans l'éthique à Nicomaque: celui qui ne peut pas vivre en société ou qui n'a besoin de rien parce qu'il se suffit à lui-même ne fait point partie de l'État, c'est une brute ou un dieu. Voilà. Mais là, on va développer justement l'homme qui doit se suffire à lui-même. On va revivre aussi, on va retrouver les trois formes de bonheur qu'Aristote développe dans l'éthique à Nicomaque. La vie selon le corps, à partir de l'éros, justement, qui pour lui est une vie bestiale. La politique, c'est-à-dire une vie selon la rhétorique et l'honneur, mais là aussi ce n'est pas la plénitude de la vie de l'homme, puisque pour accéder à l'honneur, on va dépendre des autres. Donc on n'est pas dans une liberté totale. Et puis, évidemment, la forme suprême de bonheur, la méditation, c'est-à-dire la vie selon la raison. C'est cet aspect-là qui va être développé. Le vrai bonheur doit être autonome, on ne dépend que de soi. Et il va développer ensuite les vertus, notamment la vertu de justice, que l'on va retrouver dans l'humanisme et ensuite dans la philosophie des Lumières. C'est la vertu de justice qui est de penser le bonheur individuel en rapport avec, bien sûr, le bonheur de la cité. Donc on va redécouvrir ces livres. La politique d'Aristote,
et bien entendu, ce qui va influencer énormément Pic de la Mirandole, Marcille Ficin aussi, la République de Platon. On va avoir affaire à des néo-platoniciens. J'ai raté une phrase. Voilà. J'ai tourné un peu trop vite. Les guerres d'Italie vont amplifier cette communication culturelle. L'impulsion décisive venant de François Ier, qui est un lettré, et qui va décider une véritable importation de professeurs et d'artistes. Puis, poussé par Guillaume Budet, qui va fonder le Collège des lecteurs royaux, qui va devenir le Collège de France. Collège trilingue, où, je vous l'ai dit, seront enseignés le latin, le grec et l'hébreu. Ce mouvement existe aussi en Europe de l'Est, encouragé en Hongrie par le roi Matthias Corvin. Les Polonais nobles parlent latin couramment, quand les seigneurs de France en sont encore au rudiment. En Espagne, on connaît la grande figure de l'humanisme, c'est le cardinal Cisneros, qui fonde l'université trilingue d'Alcalá de Henares, d'où sortira la première Bible polyglotte. Après une génération enthousiaste, les querelles religieuses vont envenimer le mouvement. Les disciples d'Erasme seront pourchassés. L'Angleterre va être touchée plus tardivement, sans doute en raison de toute l'instabilité politique du XVe siècle. Au XVIe, tout va s'accélérer grâce à une personnalité, Thomas More, qui est chancelier de l'Échiquier, qui est évidemment un fin lettré et qui a une place très importante dans le monde politique, jusqu'à sa querelle avec Henri VIII, évidemment, et son martyre. On parle de Saint Thomas More, d'ailleurs. Mais j'essaierai de vous dire un mot de l'utopie, voilà, de son utopie 1516. Trois grands facteurs vont permettre cette large diffusion de l'humanisme. D'abord, c'est intéressant de revoir ça, on est dans ce siècle, 15e siècle en particulier, des grandes découvertes qui vont ouvrir, bien entendu, des horizons nouveaux. Et donc, là encore, des perceptions de l'homme et du monde changées, différentes. Cela va fouetter l'imagination, susciter de nouvelles réflexions et de nouvelles disciplines. Les grandes découvertes sont d'abord motivées par des raisons économiques, bien entendu, comme souvent, et religieuses. Économiques parce que les gisements d'or sont épuisés en Europe depuis le XIVe siècle. Par ailleurs, il y a l'attrait des épices, le poivre, le clou de girofle, etc. C'est énorme, ça peut paraître anecdotique, mais ce sont ces épices qui permettent de conserver la viande, le gibier, dont on fait grand usage. L'Extrême-Orient est le principal producteur de ces épices. Mais, depuis la prise de Saint-Jean d'Acre, à la fin du XIIIe siècle, 1291, par les musulmans, la route de la Chine est fermée. Donc, les Occidentaux vont chercher d'autres routes pour gagner l'Inde et la Chine. Soit, allez être courageux, en contournant toute l'Afrique, ça ce sont les Portugais, soit en traversant l'Atlantique. Là, ce sont les Espagnols et les Français. Donc, là, on est dans l'aspect économique. Les mobiles religieux sont aussi importants dans ce changement de perspective. Le pape, en 1456, a accordé aux Portugais pleine juridiction sur les côtes de Guinée et au-delà, sur tout ce qui mène vers les Indes. À la recherche de ces contrées, les navigateurs découvrent un nouveau continent.
Dans un premier temps, il croit avoir abordé en Asie. C'est pourquoi, on le sait, Christophe Colomb va appeler indiens les indigènes des Antilles. C'est seulement avec Amerigo Vespucci que la partie méridionale du Nouveau Monde reçoit le nom d'Amérique. Vers 1406 est traduit en latin, puisqu'on a retrouvé, on est toujours dans cette perspective d'avoir retrouvé des textes latins et grecs, on va traduire en latin, la langue des Européens, lettrés, un ouvrage capital, écrit en grec, la géographie de Ptolémée, que l'astronome et géographe avait écrit au IIe siècle après Jésus-Christ, donc un lettré d'Alexandrie. C'est toute la vision, là aussi, on va redécouvrir cela, c'est la vision géocentrique du monde, qui amènera ensuite la révolution copernicienne, bien sûr, avec la vision héliocentrique du monde, et donc là, l'homme est déstabilisé à ce moment-là. Donc on redécouvre cela, on le traduit, et bien sûr on va se servir de cette géographie, une très large diffusion, plusieurs éditions vont être imprimées dans toute l'Europe, et ça va provoquer une révolution des connaissances géographiques. Ce traité qui part du principe, c'était nouveau à l'époque, de la sphéricité de la Terre. Il nous donne des cartes, 27 cartes, dont une map monde, qui va servir de base à tous les navigateurs. Cependant, Ptolémée a reproduit une erreur de calcul qui concerne la circonférence de la Terre, réduite d'environ 10 000 km. Les Européens de la fin du XVe siècle, qui admettent qu'un même océan enveloppe l'Europe, l'Asie et l'Afrique, en concluent que l'Asie s'étend très loin à l'est et situe le Japon, à l'endroit où se trouve en fait la Californie. Vous voyez, il y avait quand même des erreurs. Les grandes découvertes ont pour principale répercussion économique et commerciale un déplacement donc des routes du commerce européen, de la Méditerranée à l'Atlantique, à l'océan Indien, et, ce qui sera intéressant pour l'humanisme et pour l'art, la naissance d'une nouvelle grande puissance, les Pays-Bas. Voilà, naissance de cette grande puissance. Les empires portugais et espagnols se sont partagés le monde, on le sait au traité de Tordesillas, fin XVe siècle. S'appuyant sur leur puissance financière, les marchands hollandais se taillent un vaste empire commercial, maritime, et plus tard au XVIIe siècle, territorial dans l'Asie du Sud-Est. Voilà, c'est pour situer tout ce bouleversement. Le bouleversement intellectuel des connaissances ne vient pas comme ça s'appuyer sur rien. Il s'appuie sur ce changement de perspective par l'ouverture au monde. C'est une première mondialisation. On traverse les océans, on fonde des comptoirs, on a vraiment ces pays que l'on découvre, des Amériques, de l'Asie, de l'Inde. Donc là, il y a une mondialisation, qui va être une mondialisation des idées. Et une des idées, j'ai trouvé marrant de vous la dire, là, puisqu'on va le retrouver dans des écrits humanistes, et ensuite, évidemment, de la philosophie du XVIIIe, ce qu'on va appeler le mythe du bon sauvage. Le mythe du bon sauvage qui remonte à Christophe Colomb, qui est émerveillé de rencontrer, justement, en particulier dans les Nouvelles Antilles, dans les Grandes Antilles, ces sauvages auxquels il donne ces qualités de douceur, d'hospitalité, de docilité et de générosité. Ces qualités ne sont pas partagées par les féroces Caraïbes, anthropophages, dans les petites Antilles. Le XVIe siècle européen crédite cependant les habitants du Nouveau Monde de toutes les vertus. Ces vertus qu'on redécouvre dans la lecture, en particulier donc d'Aristote.
et que l'on n'attribuait plus à cette population issue donc, de la fin du Moyen-Âge. On va découvrir cela ailleurs. Le bon sauvage inspire Thomas More dans son Utopie. Et surtout Montaigne, qui va consacrer l'essentiel du chapitre Les cannibales, dans ses essais, aux Indiens du Brésil. Il loue chez ces naturels un mode de vie édénique, c'est-à-dire paradisiaque. Toutes les utopies, qu'elles soient de Thomas More ou d'autres, même d'Erasme, qui a repris l'utopie de Thomas More, veulent penser un monde paradisiaque, un monde parfait, d'où l'utopie justement. Pour lui, Thomas More, pour Montaigne, les cannibales, à la différence des Européens, ne font la guerre que pour des besoins alimentaires. Bon. L'amour de l'Indien, du primitif, subsiste à travers les siècles. Au XVIIIe, il bénéficie de l'engouement pour la nature que l'on oppose à l'artifice et au goût dépravé du luxe, courant dont, évidemment, Rousseau est le plus illustre représentant. Également, pour aller un petit peu plus loin, quand même, Bernardin de Saint-Pierre, dans Paul et Virginie, s'attendrit sur la bonté des nègres qui servent ses héros. Et Voltaire constate que le prix du sucre est payé par les Noirs qui travaillent aux horribles moulins. La meule leur happe la main ou le bras. Il faudra attendre presque le milieu du XIXe pour qu'il y ait l'abolition de l'esclavage. Mais on découvre tout ça. Vous voyez ce monde en bouillonnement autour de l'idée de l'homme. Un facteur aussi de développement, c'est la présence de souverains éclairés, de princes protecteurs ou de puissants qui vont être épris de culture. Les princes protègent les historiographes, les juristes, les poètes, qui, à leur tour, évidemment, vont asseoir leur prestige personnel et leur pouvoir. Les premiers, évidemment, les Médicis, à Florence, avec Marsile Ficin, qui va rassembler les humanistes, parmi lesquels ce fameux Pic de la Mirandole, en une académie, avec la protection de Côme de Médicis. Son petit-fils Laurent fonde, si vous êtes allé à Florence, vous avez peut-être visité la bibliothèque médicéenne. Sous leur égide, Marsile Ficin traduit Platon et les platoniciens tardifs. Les papes eux-mêmes encouragent toutes sortes de recherches sur les traditions textuelles et religieuses. Les papes n'ont pas de méfiance contre ce courant. C'est, là encore je rappelle, liberté et sacré. Donc ils vont encourager les recherches, en particulier les recherches sur la parole de Dieu, des audaces que certaines églises locales vont condamner, comme à Cologne, où le tribunal ecclésiastique veut condamner un hébraïsant qui s'était opposé à l'autodafé de livres juifs, alors que le pape emploie des bibliothécaires juifs pour traduire la Bible, et en particulier la Kabbale. Et enfin, je vous l'ai dit, ce qui va faciliter ce développement de l'humanisme, c'est l'imprimerie, qui facilite la diffusion des traductions des grands anciens, mais aussi des œuvres humanistes, comme celle d'Erasme, qui vit dans la région d'Europe la mieux pourvue en ville, riche en échanges culturels, les premières zones d'expansion de l'imprimerie. Au XVIe siècle, l'humanisme rayonne et est devenu le mouvement emblématique du renouveau de la pensée et de la sensibilité européenne qu'est la Renaissance. Parmi les principales figures humanistes, évidemment des peintres, comme Léonard de Vinci, mais on sait qu'il n'est pas seulement peintre, mais aussi qu'il participe à tout ce moment de création. Donc Vinci, Dürer, Holbein, Médicis, mais là
Isabelle, tu en citerais beaucoup plus que moi. Voilà, c'est ce renouveau. Des philosophes comme Bacon, Vives, Thomas More, des moralistes, Montaigne, Rabelais, Erasme, mais aussi des médecins, des astronomes, des sculpteurs, des philologues comme Guillaume Budet, des imprimeurs influents et prestigieux comme Étienne Dolé. Vous voyez ce bouillonnement extraordinaire qui ne se limite pas à un aspect. Ce n'est pas que la philosophie, ce n'est pas que l'étude du livre religieux. Ce bouillonnement touche tous les aspects de la connaissance, toute la connaissance, littéraire, scientifique, dans tous ces domaines, artistique, dans tous ces domaines. C'est un véritable bouillonnement, et donc avec le partage des idées qui va toucher toute l'Europe. Évidemment, il y a des résistances à ce bouillonnement culturel. 3 domaines sont particulièrement affectés par l'éruption de l'esprit humaniste: l'enseignement, la religion et la politique. Dans l'éducation, évidemment, l'humaniste, je vous l'ai dit, veut la réalisation du modèle parfait, du modèle humain. Et donc, c'est intéressant de voir que les pédagogues, les professeurs, les philosophes vont s'intéresser de très près à la formation de l'enfant. De nombreux traités de pédagogie, Vives, Erasme, Eliot, Mormelius, beaucoup de traités de pédagogie enfantine, qu'on redécouvrira d'ailleurs au XXe siècle, et qu'on va approfondir au XXe siècle avec des écoles particulières qui vont s'ouvrir, mais qui vont reprendre les fondements là-dedans. Des critiques adressées à l'enseignement de tradition médiévale. Rabelais n'aura de cesse que de critiquer cet enseignement de la scolastique. Montaigne, et puis on connaît aussi toutes les caricatures de Bruegel. Face aux universités qui commencent à être un peu sclérosées par le formalisme, on avait vu la création de ces grandes universités, de la Sorbonne, de Padoue, en Espagne Salamanque, voilà, de Salamanque, d'Oxford, etc. Et elle commence à être un peu sclérosée par le formalisme, un dogmatisme stérile de la scolastique. Les humanistes prônent une éducation libérale, caractérisée par le respect de la personnalité de l'enfant, le savant dosage entre effort intellectuel et jeu, la pratique des auteurs anciens, un dialogue fécond entre le maître et l'élève. On devrait peut-être retrouver ça aujourd'hui. Le mouvement humaniste finira par triompher des vieilles universités médiévales, comme la Sorbonne à Paris, leur substituant des établissements humanistes dont les plus prestigieux furent, je vous ai dit, le Collège des lecteurs royaux, le futur Collège de France, Saint-Paul à Londres, le Corpus Christi, le Collège d'Oxford, Deventer aux Pays-Bas, le Gymnasium strasbourgeois de Sturm, le Collège trilingue de Louvain et, je vous l'ai dit, l'Alcalá de Henares en Espagne. Donc des nouvelles universités qui vont se créer parce qu'on ne va plus dans les universités scolastiques. Donc on en crée de nouvelles. Il y a quand même des oppositions de la part de la religion. La redécouverte des valeurs morales qui sont dans la littérature gréco-latine, surtout l'affirmation d'une liberté de l'homme par la pensée, ont souvent engendré des conflits avec l'Église, et il y a eu des conflits avec l'Église, et il y a eu des conflits avec la
et avec nombre d'évêques et de cardinaux, ou de théologiens, attachés à la lettre de la tradition. L'humaniste pousse à une indépendance d'esprit, à un libre examen des textes religieux. Évidemment, tout ça est vite perçu comme subversif. L'imprimeur humaniste Dolé, je vous en ai dit un mot tout à l'heure, sera brûlé comme hérétique et athée à Paris en 1546. Problème avec la politique aussi, caractérisé par l'amour du peuple, par le pacifisme, par l'esprit œcuménique et la volonté d'équilibre entre les pouvoirs, la pensée humaniste est également amenée à tenter d'influer sur les décisions politiques. Se considérant comme appartenant à la République des lettres, qui serait sans frontières, les humanistes les plus éminents font toujours passer les intérêts moraux et permanents avant les intérêts politiques. Ce n'est pas inintéressant ce qui se passe dans plusieurs pays du monde aujourd'hui. Justement, ces intérêts moraux que l'on essaie de remettre à l'honneur, va-t-on y arriver, c'est un autre problème, mais ce n'est pas seulement la France qui évoque ça, l'Italie a commencé il y a longtemps, l'Espagne aussi, l'Angleterre également. On parle de ces intérêts moraux avant l'intérêt politique, matériel et temporel. C'est humaniste, c'est une pensée humaniste. C'est le sens des activités d'Erasme auprès de Charles Quint, de Budet auprès de François Ier et de Thomas More auprès d'Henri VIII. Voilà, cette tête pensante auprès des puissants. En adressant aux quatre grands, Charles Quint, François Ier, Henri VIII et Ferdinand de Habsbourg, les quatre paraphrases sur l'Évangile en 1523, afin d'empêcher une guerre européenne, Erasme fit là le geste le plus représentatif de ce que peut être l'esprit humaniste sans frontières. On croyait vraiment à cet idéal humain qui changeait par l'application et le vécu des vertus de façon à donner une société viable, sans conflit. Voilà la pensée humaniste. Donc, si on résume, il y a donc ce retour à la culture antique, le goût des idées, on redécouvre tous les textes anciens, et cela, avec l'imprimerie, va être diffusé très largement. La foi en l'homme, confiance dans la nature humaine, veulent rendre l'humanité meilleure, grâce évidemment à la raison, et ça va être amplifié au XVIIIe siècle. Grâce aux connaissances, à sa curiosité aussi, on pousse à la curiosité. Vous savez bien, plus on travaille de sujets, plus on a envie d'en travailler, plus on lit de bouquins sur un sujet, plus on a envie d'en lire. Il y a une curiosité qui est presque créée là, dans l'esprit humaniste, et qui va évidemment se développer d'une façon exponentielle. Une nouvelle pédagogie, je vous l'ai dit, fondée sur l'imitation et sur la diversification des enseignements. On remet en cause le système scolastique. Et les humanistes, qui sont des pacifistes, cherchent à construire cette fameuse cité idéale, développée donc dans ces écrits que j'ai cités, Erasme, Thomas More, Montaigne, Rabelais. Et puis les débats religieux, le renouveau spirituel, par le retour aux textes bibliques. Les humanistes s'intéressent aux premiers écrits chrétiens, mais on ne s'en tient pas seulement aux commentateurs. On veut un texte direct, un contact direct avec les écrits bibliques, d'où les traductions en langue vernaculaire qui vont commencer à arriver. On ne lisait pas la Bible. Et ça, ça ne va pas plaire, et pendant longtemps à l'Église.
Je voulais vous donner juste quelques textes, vous les aurez, mais voilà, j'aime bien les relire. C'est un des textes de l'éloge de la folie d'Erasme sur la critique des professeurs de l'époque, et avant d'installer les nouveaux rythmes pédagogiques. Toujours affamés et malpropres dans leurs écoles, que dis-je des écoles? Ce sont plutôt des laboratoires, ou mieux encore des galères et des prisons. Au milieu d'une cohue d'enfants, ils meurent de fatigue, sont assourdis par le vacarme, asphyxiés par la puanteur et l'infection, et cependant, ils se croient les premiers des hommes. Sont-ils contents d'eux-mêmes quand d'une voix et d'un air menaçant, ils épouvantent leurs marmots tremblants, qu'ils déchirent ces malheureux à coups de férules, de verges et de fouet, et qu'ils se livrent à 1000 accès de fureur. Mais la haute opinion qu'ils ont de leur savoir les rend encore bien plus heureux. Quoiqu'ils farcissent la tête des enfants de pures extravagances, ils se croient infiniment supérieurs aux Palémon et aux Donat. Ils ensorcellent, je ne sais comment, les mères sottes et les pères idiots qui les acceptent pour ce qu'ils se donnent. Bon, je ne vais pas dans les conseils. Je connais un homme versé dans toutes les sciences, sachant le grec, le latin, les mathématiques, la philosophie, la médecine, et tout cela à fond. Il est presque sexagénaire et depuis plus de 20 ans, il a tout laissé pour se casser la tête dans l'étude de la grammaire. Tout son bonheur serait de pouvoir vivre assez longtemps pour établir au juste la distinction des 8 parties du discours, chose que jusqu'à présent, ni chez les Grecs, ni chez les Latins, personne n'a su faire parfaitement. Comme si c'était un cas de guerre que de prendre une conjonction pour un adverbe. Appelez cela insanité ou folie, comme vous voudrez, cela m'est égal, pourvu que vous reconnaissiez que grâce à mes bienfaits, l'animal le plus malheureux de tous goûte un tel bonheur qu'il ne voudrait pas échanger son sort contre celui des rois de Perse. Voilà. Il y a un texte aussi qu'on a lu quand on était jeune, peut-être avez-vous relu cela, ça fait longtemps que je n'ai pas relu, le Gargantua de Rabelais, et notamment l'abbaye de Thélème, qui est évidemment la proposition d'une utopie. Et là, voilà un petit passage, montrer ce qu'on veut insuffler comme idée de société grâce à l'humanisme. Alors, ce sont les gens qui vivent dans l'abbaye de Thélème. Voilà. Toute leur vie était ordonnée non selon des lois, des statuts ou des règles, mais selon leur bon vouloir et leur libre arbitre. Ils se levaient quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient et dormaient quand le désir leur en venait. J'adore. Nul ne les réveillait, nul ne les contraignait à boire, à manger, ni à faire quoi que ce soit. Ainsi en avait décidé Gargantua. Pour toute règle, il n'avait que cette clause « fais ce que voudra ». Parce que les gens libres, bien nés et bien éduqués, vivant en bonne compagnie, ont par nature un instinct, un aiguillon qui les pousse toujours à la vertu et les éloigne du vice, qu'ils appelaient honneur. Ces gens-là, quand ils sont opprimés et asservis par une honteuse suggestion de sujet et par la contrainte, détournent cette noble inclination vers laquelle ils tendaient librement à la vertu, vers le rejet et la violation du joug de servitude. Car nous entreprenons toujours ce qui nous est interdit et nous convoitons ce qui nous est refusé. Saint Paul le dit de façon différente dans une de ses lettres. C'est cette liberté même qui les poussa à une louable émulation. Faire tout ce qu'ils voyaient faire plaisir à un seul. Si l'un ou l'une d'entre eux disait « buvons », ils buvaient tous.
S'il disait « jouons », tous jouaient. S'il disait « allons nous ébattre au champ », tous y allaient. S'il s'agissait de chasser à court ou au vol, les dames, montées sur de belles haquenées, suivies du palefroid de guerre, portaient sur leurs poings joliment gantelés un épervier, un lanneret ou un émerillon. Les hommes portaient les autres oiseaux. Ils étaient si bien éduqués qu'il n'y avait parmi eux homme ni femme qui ne sût lire, écrire, chanter, jouer d'instruments de musique, parler 5 ou 6 langues et y composer tant en vers qu'en prose. C'est cette société que l'on souhaite, que l'on voudrait. Vous voyez qu'on évite la loi, on va parler de la vertu. Et c'est ça qui devrait permettre une société juste et une société équitable, une société possible dans ses rapports. Je n'ai pas trop de temps, mais peut-être un mot sur Thomas More, qui a été béatifié en 1886 et canonisé en 1935. Donc assez tard. Voilà. La voix, on disait de lui, la voix de la conscience, de la première réforme anglaise, l'une des figures les plus remarquables de la Renaissance anglaise. Un savant, un juriste, un théologien, un homme d'État, un martyr. Son influence est moins exercée sur l'évolution de la réforme en Angleterre que sur la création d'un genre littéraire particulier, la description futuriste d'une société idéale, avec l'utopie, qui finit par devenir un mot de la langue courante. La diversité de ses connaissances linguistiques, sa maîtrise notamment de l'anglais, du latin et du grec, son intérêt pour les différents aspects de l'activité intellectuelle, pour la peinture et la musique, son aptitude à discourir sur toutes sortes de sujets importants, mais aussi à plaisanter d'un cœur léger, voilà ce qui distinguait More de tant de ses contemporains. S'il avait eu à se définir, il se serait réclamé de l'humanisme, non pas au sens moderne d'anthropocentrisme et d'athéisme, ça c'est important, mais au sens d'intérêt pour les humanités et l'état du monde. L'essor de la Renaissance s'accompagna d'une vague d'enthousiasme pour les idées des auteurs de cette antiquité classique. Il va découvrir comme les autres la beauté du monde et de l'homme, avec une immense possibilité de création. Et il va fonder donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas se contenter d'écrire l'utopie. Ce qui est intéressant, c'est que Thomas More va tenter de vivre cette utopie dans une micro-société. Et il va prendre sa famille comme laboratoire d'expérimentation. Sa proche famille, c'est son épouse et ses enfants, 4 enfants, je crois qu'il y avait 3 filles et un garçon, mais également quelques voisins, c'est les oncles, les cousins, Erasme viendra très souvent chez les morts, ils finiront par être entre 20 et 30 personnes dans une immense demeure, en essayant de vivre en gros ce que Rabelais écrit dans le Gargantua, et ce que lui-même va écrire dans Utopie, une société, et là une micro-société parfaite dans les rapports des uns et des autres, dans le respect des uns et des autres, avec le respect évidemment de la société, puisque Thomas More est un politique extrêmement important, éminent, avec une charge, le chancelier de l'Échiquier, c'est pareil. Mais il va expérimenter cela, ça c'est important. Après avoir déménagé plusieurs fois au cours de sa carrière, il va s'installer à Chelsea, et c'est là donc qu'il va installer quelque part cette expérimentation. Il apprit à sa femme et aux autres membres de sa famille à chanter, à jouer divers instruments de musique, à lire, à discuter de textes philosophiques et théologiques en anglais, en latin et
parfois même en grec. Peut-être que si des couples parlaient en grec entre eux, ce serait pas mal. Il ne faisait à cet égard aucune distinction entre les sexes, et on a pu dire que sa maison était un modèle intemporel de félicité domestique. J'aime beaucoup ça. Un modèle intemporel de félicité domestique. C'est Erasme qui nous donne la description de cette vie domestique chez les Maures, puisqu'il va y passer de longs séjours. Et il écrit ceci, Erasme donc: on peut dire que Maure préside une seconde académie, semblable à celle de Platon, mais où les chiffres et la géométrie sont remplacés par les vertus domestiques. Tous les membres de sa famille se livrent à quelque occupation. Aucune parole dure n'est jamais prononcée chez lui, mais la discipline y règne par douceur et politesse. Vous croiriez ressusciter l'Académie de Platon, sauf que dans l'Académie, les discussions portaient sur la géométrie et la puissance des nombres, alors que la maison de Chelsea est une véritable école de religion chrétienne. Donc, on ne sépare pas la religion et l'art au cœur. Voilà, c'est plus tard qu'on va séparer. Il n'y a personne, homme ou femme, qui ne lise ou n'étudie les arts libéraux. Cependant, la piété constitue leur soin principal. On ne voit jamais personne dans l'inaction. Le chef de famille gouverne sa maison, non par une attitude hautaine et de fréquents reproches, mais par la douceur et des manières aimables. Quel contraste avec les collèges de l'époque, où les élèves étaient souvent fouettés pour avoir oublié leurs leçons. Maure croyait profondément que les enfants sont un don de Dieu à leurs parents, à l'Église et à la nation. Il importe donc, selon lui, qu'ils reçoivent une bonne éducation et une bonne formation, non seulement de leurs parents, mais aussi de l'État et de l'Église, qui doivent mettre à leur disposition des maîtres compétents en nombre suffisant. Ces idées sont développées dans l'utopie. Le manque de formation des maîtres constituait un des problèmes de l'école du début du XVIe siècle. Il ne faisait pas de doute pour Maure que l'État est moralement tenu d'assurer non seulement une formation suffisante des maîtres, mais aussi le fonctionnement du système scolaire. Voilà. Vous voyez, ces révolutions qui sont là, elles sont de fond, elles sont vraiment de fond. Et finalement, moi j'oserais presque dire que la philosophie des Lumières a cassé, va finir en allant trop loin dans l'utilisation de la raison et donc dans le fait de mettre à bas le trône et l'autel, comme on l'a dit, c'est-à-dire de couper la relation transcendante. L'homme va se retrouver par terre, c'est tout. Et voilà, on va recréer une bête. L'humanisme est intéressant. Ce sont des utopies, mais les utopies sont faites pour être vécues d'une certaine façon dans les sociétés, les micro- ou les macro-sociétés. C'est ce qu'ils avaient compris, c'est ce qu'ils tentaient et c'est ce qui a pu être réalisé en certains cas. Un dernier mot sur l'utopie de Maure. Ce livre est à la fois une satire politique, un récit allégorique. L'utopie prétend dire la vérité en riant, comme les satires d'Horace. Le récit a pour cadre, vous savez, une île imaginaire où il n'y a ni guerre, ni misère, ni crime, ni injustice, ni aucun des autres maux qui accablaient l'Europe au XVe siècle. Tous y reçoivent une part égale de nourriture, de richesse et de pauvreté. Personne ne possède plus ou moins que les autres. L'État assure et supervise la distribution équitable des ressources, y compris des soins de santé. La journée de travail se limite à 6 heures, le temps libre étant consacré à l'étude des arts, des lettres et des sciences. Comme l'enseignement technique et professionnel est accessible à tous, chacun peut apprendre au moins un métier. Il n'est permis de se battre que pour se défendre, et les criminels sont condamnés à l'esclavage. La religion est un théisme indépendant de toute confession particulière, et les prêtres sont choisis pour leur sainteté.
Tous les enfants, garçons et filles, ont le droit de recevoir un enseignement diversifié. Ils étudient notamment les lettres, les œuvres classiques, les arts, les sciences naturelles, les mathématiques, l'ensemble des matières enseignées composant ce que l'on appellerait aujourd'hui un programme équilibré. Des cours d'instruction civique ont pour but d'éveiller la conscience politique des élèves. Il incombe à l'État de dispenser l'enseignement et d'assurer cette formation des maîtres. Les filles ne sont pas traitées autrement que les garçons. Vous voyez cette avancée? C'est assez prodigieux quand même. On a redécouvert, là je peux me tromper, mais notamment dans la pédagogie d'un Piaget par exemple, c'est ancré là-dedans. C'est ça qu'on redécouvre. Voilà. Et puis ces utopies, elles vont donner, on sent bien ce qu'il y a derrière, et on va retenir une des dimensions qu'un certain Marx va garder. L'utopie marxiste, elle est ancrée là-dedans, ce qui va devenir le communisme. Mais au détriment de l'homme, au détriment de la valeur de l'homme, et comme unique rouage d'un État, et non pas de l'épanouissement de l'homme. Puisque là, les utopies partent d'Aristote, donc de l'éthique à Nicomaque en particulier, par l'exercice des vertus, et c'est-à-dire le bonheur de chaque personne, ce qui n'est pas dans le marxisme, notamment dans les manuscrits de 1844 de Marx, c'est un rouage de l'État. Mais voilà, les racines sont là, et les racines de la philosophie du XVIIIe sont tout à fait là-dedans. C'est intéressant. L'utopie va imprégner évidemment de nombreux écrits, comme Aldous Huxley, etc. On va avoir envie de cette utopie. La première, moi j'ai donné pas mal de cours à des élèves de première et de terminale en français sur ce thème de l'utopie, et je disais que la première des utopies, c'est celle qui est décrite dans l'Apocalypse. C'est ça, la première des utopies. Pourquoi? Parce que l'utopie, telle qu'on l'écrit ici, et par la définition de ce que veut dire utopie, utopos, il y a deux définitions, soit utopos, c'est-à-dire sans lieu, soit eutopos, un lieu bon. Alors on peut lier les deux. Et c'est ça l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est ça. C'est la perfection dans l'amour. Mais ça, ce n'est possiblement réalisable qu'en Dieu. Et nous ne pouvons vivre qu'une image de cela. Et eux l'avaient compris. Eux l'avaient compris. C'est pas inintéressant de lire les utopies et de voir en notre monde une utopie. Ça ne veut pas dire, dans le sens très positif, une utopie, ce n'est pas quelque chose qui est irréalisable. C'est quelque chose qu'on doit justement essayer de vivre dans des micro- ou des macro-sociétés. Parce que les actes des apôtres tentaient de vivre ces utopies. Quand vous relisez les actes des apôtres, vous entendez ces mêmes choses, à chacun selon ses besoins. Et saint Paul leur dit attention à l'oisiveté, attention à tout cela, chacun doit travailler selon ce qu'il peut faire. Voilà, c'est intéressant, ce mouvement-là est très intéressant. J'arrête parce qu'on va aller trop loin. Mais je vous invite à relire l'utopie de Thomas More, c'est passionnant. C'est passionnant. Le cinéma, évidemment, reprend beaucoup d'utopie. Mais ne pensez pas que l'utopie, c'est ce qui ne peut pas être réalisé. Au contraire. On doit tenter, et les chrétiens sont justement les piliers d'une réalisation possible de l'utopie. Parce que c'est ce que le Christ nous donne. Voilà. Dans le « aimez-vous les uns les autres », c'est la définition de l'utopie parfaite. Voilà. Aimez-vous les uns les autres. Donc dans sa possible réalisation. Voilà.